Bonjour à toutes et à tous. Ce Shabbat, nous nous apprêtons à lire la paracha Béalotecha, troisième paracha du livre des Nombres de Bamidbar, euh, ce livre qui retrace cet épisode si singulier entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël. Et notre paracha, donc Béalotecha, qui suit les parachotes Bamidbar et Nasso, est une paracha à première vue étonnante. Étonnante parce qu'elle est extrêmement riche, euh, très grande densité narrative, avec beaucoup d'événements qui se succèdent. Et à première vue, l'unité de sens n'est pas forcément évidente. Et avant de me pencher sur un point précis, je voudrais donc commencer par rappeler brièvement, succinctement, les différents éléments qui composent notre paracha, dans l'ordre chronologique de leur apparition. Donc notre paracha commence tout d'abord avec l'ordre donné à Aaron, donné au Kohen Gadol, d'allumer la menorah dans le tabernacle, dans le Mishkan, donc la tente d'assignation comme on l'appelle également, donc Ohel Moël, qui contient l'arche d'alliance et qui est transportée par les Hébreux dans le désert. Vient ensuite la consécration de la tribu des Lévis, est évoquée l'instauration de Pessar Sheni. On nous parle ensuite des nuées qui guident les Hébreux dans le désert. Vient ensuite une description très précise en fait de toute la logistique, de toute l'organisation des tribus quand elles quittent le camp pour la première fois. Donc elles quittent le camp depuis le mont Sinaï. Euh, et vient ensuite l'invitation de Moïse à Jéthro de rester dans le peuple d'Israël. Et puis ensuite un passage très connu qui est celui un petit peu de la complainte des Hébreux qui se plaignent auprès de Moïse de ne pas pouvoir manger de la viande alors qu'ils mangeaient de la viande en Égypte. Ensuite un passage lui aussi assez, on pourrait dire, célèbre, une sorte de monologue de Moïse envers Dieu, qui se plaint et qui exprime en fait un petit peu son désespoir vis-à-vis de l'attitude des Hébreux. Euh, Vient ensuite la désignation des 70 anciens du Sanhédrin qui vont gouverner, épauler et accompagner Moïse. Et puis ensuite vers la toute fin, un épisode où Aaron et Myriam vont quelque peu contester l'autorité de Moïse et seront punis par Hachem. Donc on le voit, une paracha extrêmement dense, extrêmement riche. Et parmi tous ces épisodes, j'ai choisi de me concentrer sur un passage assez court, assez bref, qui intervient à la fin de notre paracha. Donc on est dans la sixième alia. Et donc il s'agit des versets 24 à 30. Et donc Moïse réunit euh, 70 anciens parmi les 12 tribus. Il les réunit, donc après que Dieu les incité, lui a ordonné de réunir ces 70 anciens. Ils sont sélectionnés, puis Moïse les incite à se réunir autour du Mishkan, autour de la tente d'assignation. Et puis on nous dit que l'esprit de l'Éternel, que l'esprit de la prophétie, Ha-Ruach, descend sur eux, qu'ils prophétisèrent. Et puis, disons qu'ils prophétisèrent uniquement cette fois-ci, qu'ils ne prophétisèrent plus jamais. Et puis, on nous mentionne ensuite deux hommes qui étaient parmi les inscrits, donc qui étaient a priori parmi ces 70, mais qui ne s'étaient pas rendus auprès de la tente, et qui prophétisaient dans le camp. Et un homme les voit et court prévenir Moïse en lui disant Moïse, deux hommes prophétisent dans le camp. Josué, donc le bras droit, le futur successeur de Moïse, qui entend cet événement, interpelle Moïse avec soudaineté en lui disant mais Moïse, emprisonne-les, arrête-les, arrête ces deux hommes. Et Moïse de lui répondre es-tu zélé pour moi, un point d'interrogation, puisse tout le peuple de Dieu, puisse tout le peuple de Hachem être des prophètes et que la prophétie descende sur eux. Kol Hachem Keneviim, voilà, que tout le peuple puisse être des prophètes.
Donc je voudrais me concentrer sur ce passage euh, en abordant deux questions apparemment assez simples. La première tout d'abord, c'est comment expliquer finalement cette réaction de Josué? Comment expliquer la soudaineté, la violence? On peut prononcer le mot de violence de cette réaction. Premier axe de réflexion. Et puis deuxième axe de réflexion, comment expliquer, comment comprendre, comment interpréter la réponse de Moïse? Comment comprendre cette idée que tout le peuple devrait être finalement comme des prophètes? Deux questions qu'on va aborder ensemble. Et avant d'explorer ces questions, peut-être une question préalable, finalement, qui sont Eldad et Médad? Qui sont ces deux personnages dont on nous dit qu'ils étaient inscrits mais qui ne se sont pas présentés auprès de la tente d'assignation? Ce qui, en apparence, apparaît plutôt surprenant. Euh, Plusieurs hypothèses ici pour expliquer l'origine de ces deux personnages qui sont abordés notamment dans le DAF 17a du traité Sanhédrin. Et avant d'aborder ces explications, une toute petite précision logistique sur le mode de sélection finalement des 70 anciens. Donc ces 70 anciens devaient être issus évidemment des 12 tribus. Et donc, si on fait un tout petit peu de mathématiques, on comprend donc que Moïse devait choisir 6 hommes parmi les 10 premières tribus, puis seulement 5 hommes parmi les 2 tribus restantes, pour arriver au chiffre de 70. Et ce que nous explique donc le Talmud, toujours dans ce DAF 17a, c'est que pour éviter peut-être des jalousies, pour éviter de mécontenter une tribu ou une autre, et surtout pour remettre finalement cette sélection, on va dire, dans les mains de Dieu, Moïse a fait un système qui consistait à faire 72 bulletins, on va dire, 70 sur lesquels était inscrit le mot ancien et 2 bulletins qu'on pourrait appeler nuls. Et de choisir ensuite 6 hommes parmi les 12 tribus, de demander aux 72 de tirer au sort, et par définition les 2 qui auraient donc tiré le bulletin nul ou blanc ne seraient pas parmi les 70. Donc il faut avoir ça en tête pour comprendre la suite. Une fois qu'on a dit ça, donc je le disais, plusieurs hypothèses plus ou moins convaincantes, on va le voir, sur, disons, l'origine de Eldad et Médad. Une première hypothèse, ce serait que Eldad et Médad seraient finalement les deux qui auraient tiré les bulletins blancs. Hypothèse un tout petit peu surprenante à première vue, pour deux raisons. Tout d'abord, on nous dit bien qu'ils étaient parmi les inscrits et le texte, notre paracha, semble s'étonner du fait qu'ils ne se soient pas présentés à la tente d'assignation. Ce qui, a priori, aurait été logique s'ils avaient tiré les bulletins nuls. Donc, premier étonnement. Deuxième étonnement, si finalement c'est eux qui ont tiré ces 2 bulletins qu'on appelle nuls, comment expliquer qu'ils aient reçu eux aussi le don de prophétie? Donc une première hypothèse a priori peu convaincante. Une deuxième hypothèse serait que finalement par peur de tirer un bulletin blanc, donc par peur d'une éventuelle humiliation, ils auraient choisi de ne pas se présenter au tirage au sort. Et puis une troisième hypothèse qui nous semble la plus convaincante et qui est celle qui est le plus souvent choisie par les commentateurs, qui est le plus souvent mise en avant, ce serait que Eldad et Médad auraient tiré les bulletins anciens, auraient donc été désignés parmi les 70, mais que, disons, ne se sentant pas à la hauteur de la tâche, de la responsabilité, donc finalement, par humilité, ils auraient choisi de ne pas se présenter autour de la tente. Et cet élément est très important car on va le voir, cette vertu-là d'humilité va être interprétée par plusieurs commentateurs et notamment par Rashi comme finalement l'élément qui a ensuite justifié le fait qu'ils aient reçu le don de prophétie et le fait qu'ils aient reçu un don de prophétie illimité. Donc, a priori, Eldad et Médad auraient choisi eux-mêmes volontairement de ne pas participer au tirage au sort. Venons-en ensuite donc à notre première question qui est finalement comment expliquer cette réaction
si violente de Josué qui dit à Moïse, mais emprisonne-les, donc arrête-les tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a finalement de si choquant dans ces deux hommes qui prophétisent dans le camp? Là aussi, on va le voir, plusieurs hypothèses plus ou moins convaincantes. Une première hypothèse serait que finalement ce qui est en cause, ce qui explique la réaction de Josué, ce serait vraiment le contenu de la prophétie d'Eldad et Médad. Là aussi, je me réfère de nouveau à la page du Talmud 17a, traité Sanhédrin, où on nous évoque plusieurs possibilités quant au contenu de cette prophétie. La première, ce serait que Eldad et Médad auraient prophétisé l'épisode des Cailles, qui intervient juste après dans notre paracha. D'autres sages nous disent qu'ils auraient prophétisé l'épisode de Gog ou Magog, donc une espèce de guerre qui advient à la fin des temps. Troisième hypothèse, là aussi celle qui semble apparemment la plus convaincante et qui revient le plus souvent, serait que Eldad et Médad auraient été en train de prophétiser la mort de Moïse et, disons, la succession de Josué, le fait que ce soit Josué qui fasse entrer le peuple hébreu en Eretz Israël. Et donc, ici, la réaction de Josué s'expliquerait par le contenu de cette prophétie, parce qu'il aurait entendu donc prophétiser la mort de son maître, du plus grand prophète, Moshe Rabbeinu, et que finalement, cette prophétie-là lui aurait apparu, on pourrait dire, presque intolérable, ou en tout cas inconcevable. Cette hypothèse, si elle apparaît a priori logique, on pourrait dire compréhensible, elle semble néanmoins seulement partiellement convaincante pour la raison suivante, qui est que si on s'intéresse, avant d'y revenir plus en détail, à la réponse de Moshe, on voit bien que la réponse de Moïse, donc que tout le peuple soit des prophètes, elle porte non pas sur le contenu, mais bien sur l'acte même de prophétiser. Donc il semble que ce soit vraiment plutôt cet acte même de prophétiser de la part de deux hommes qui a priori n'ont pas été institués, on va y venir, qui soit choquant, qui soit entre guillemets intolérable. Et donc on se dirige plutôt vers une deuxième hypothèse qui serait de dire que c'est donc pas le contenu de la prophétie mais bien l'acte même de prophétiser qui serait problématique. Pourquoi serait-il problématique? Eh bien parce qu'il viendrait de deux hommes qui sont en quelque sorte des outsiders. On pourrait dire deux hommes qui n'ont pas été donc, autour de la tente d'assignation, qui n'ont pas été, on pourrait dire, institués, qui n'ont pas reçu le don de prophétie de la manière, on va dire, oui, institutionnelle. Et finalement, donc, la réaction de Josué pourrait s'expliquer ainsi, disons une surprise, un mécontentement, une sorte de choc, face à deux hommes qui prophétisent, alors même qu'ils n'ont pas reçu, on pourrait dire, leur certificat d'aptitude à prophétiser, entre guillemets. Et donc c'est cette forme d'audace qui apparaîtrait intolérable, audace qui serait aussi redoublée par le fait qu'ils prophétisent devant leur maître. Ça c'est un des commentaires que nous font les sages, qu'il est interdit, ou en tout cas mal vu, pourrait-on dire, de prophétiser devant son maître. Et donc voilà, on aurait ici un petit peu la clé de la réaction de Josué. Face à celle-ci, comment donc interpréter la réponse de Moïse? Comment interpréter cette injonction qui lui dit, mais au contraire, il y a une sorte de double négation. Il lui dit, d'une part, es-tu bien zélé pour moi? Donc façon de dire, moi je n'ai aucun problème à ce que Eldad et Médad soient en train de prophétiser. Et Moïse va même au-delà en lui disant, mais que tout le peuple, que Dieu fasse que tout le peuple soit à leur image, soit des prophètes. Donc il va encore plus loin en radicalisant, on pourrait dire, en généralisant son propos. Plusieurs éléments pour éclairer la réponse de Moïse. Un premier élément, c'est finalement la question du pouvoir. C'est une réflexion sur le pouvoir. Puisqu'en effet, ce qui est intéressant de noter, et j'emprunte cette réflexion au rabbin Jonathan Sachs, Zichrono Livracha, donc qui est décédé en 2020, qui était le grand rabbin du Royaume-Uni, du Commonwealth, auteur de nombreux ouvrages. Et dans son ouvrage Lessons in Leadership,
qui est un commentaire de toutes les parachutes au prisme, disons, de thématiques en lien avec la question du leadership, du pouvoir, de l'influence, qu'est-ce qu'un bon leader, etc. Dans son livre, donc Lessons in Leadership, il fait un commentaire sur cette paracha et il s'arrête sur l'épisode d'Eldad et Médad. Et il note que Moïse n'a pas toujours cette réaction face à ce qui peut s'apparenter à une contestation du pouvoir. Puisque dans la paracha Korar, notamment, qui intervient quelques parachas plus tard, Korar, donc, qui est issu de la tribu de Lévi, qui est un cousin de Moïse, va, avec plusieurs de ses acolytes, finalement remettre en cause le pouvoir de Moïse et d'Aaron en arguant que si tout le peuple est saint, alors le pouvoir devrait être partagé. Et Moïse va avoir une réaction pour le coup assez violente, va souhaiter que Korar et ses acolytes disparaissent, et c'est effectivement ce qui va se passer dans cette paracha. Donc comment expliquer finalement un petit peu ce qui pourrait s'apparenter, entre guillemets, en apparence, à une forme de deux poids, deux mesures. Et pour répondre à cette question, justement, Jonathan Sacks fait une distinction entre le pouvoir et l'influence. Là où le pouvoir, nous dit-il, opère fondamentalement par la division, si j'ai du pouvoir et que je le partage avec 5 personnes, eh bien a priori j'ai 5 fois moins de pouvoir. À l'inverse, l'influence opère par la multiplication. Si j'ai de l'influence et que je partage cette influence avec 5 personnes, alors j'aurai 5 fois plus d'influence. Et ce que nous dit Jonathan Sacks, c'est que Eldad et Médad n'avaient pas de pouvoir, que c'est pas une question de pouvoir qui est en jeu ici. C'est à peine s'ils avaient vraiment de l'influence. Et qu'en tout cas, la Torah, le Tanakh, fait régulièrement plutôt un plaidoyer pour justement disons pour un leadership de l'influence et non pas pour un leadership du pouvoir, pour un leadership qui peut se partager sans être menacé, pour un leadership des enseignants, des prophètes, et non pas pour un pouvoir qui repose sur un seul homme, même si en raison on va dire, de l'imperfection des hommes, on peut accepter de se doter d'un roi, notamment à la demande du peuple, et c'est ce qui se passera dans l'histoire du peuple hébreu. Donc peut-être un premier élément de réponse pour éclairer la réponse de Moïse, c'est cet élément, cette distinction entre pouvoir et influence, et que ce qui est en question ici, c'est pas une question justement de partage du pouvoir. Un deuxième élément de réponse, c'est finalement la valeur, on va dire, de l'institution. Puisqu'on voit en effet ici que Eldad et Médad finalement prophétisent, alors même qu'ils ne sont pas, on va dire, dans le canal institutionnel de départ. En l'occurrence, d'être parmi les 70 du Sanhédrin, de recevoir ce don de prophétie autour de la tente d'assignation, etc. Et finalement, ce qui est intéressant ici, c'est que Moïse semble dire, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la prophétie, elle ne dépend pas d'une institution humaine, elle ne dépend certainement pas de Moïse, et elle ne dépend que de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Eldad et Médad apparaissent vraiment juste après l'institution du Sanhédrin, comme si juste après avoir mis en avant cette institution humaine, la Torah nous dit, mais tout ça en fait, ça n'a pas du tout une valeur absolue, ça peut être remis en cause, et ce n'est pas figé dans le marbre, et donc ne vous vous laissez pas avoir, entre guillemets, par la permanence que peuvent sembler avoir les institutions qui, en réalité, ne sont toujours que de création humaine. Donc, deuxième élément, peut-être, pour éclairer la réponse de Moïse. Et puis, un troisième élément qui porte finalement plus largement sur la question, on pourrait dire, de la démocratisation. Finalement, Moïse ici nous dit que tout le peuple puisse être prophète. Et on comprend que cet énoncé puisse être contre-intuitif ou puisse étonner. Et je m'appuie ici sur Adine Steinsaltz, donc également éminente figure rabbinique, Zichrono Livracha, qui nous a aussi quittés en 2020, qui dans son ouvrage Laisse mon peuple apprendre, fait un parallèle entre l'épisode d'Eldad et Médad, et finalement d'autres questionnements plus larges, donc la question finale, par exemple, de l'étude de la Torah ou de la crainte de Dieu. Il dit à ce propos pour ces thématiques-là aussi, on peut se poser la question finalement, est-ce qu'il faut les réserver à un plus petit nombre ou est-ce qu'il faut les ouvrir au plus grand nombre?
Et Adin Steinsaltz mentionne notamment la question de l'étude de la Torah et ce débat entre l'école de Hillel et de Shammai sur faut-il ouvrir l'étude de la Torah aux riches comme aux pauvres. Puisque avant l'école de Hillel, il fallait payer une somme, disons, pour avoir accès au Beth Hamidrash. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la question est plus subtile que simplement de dire oui, il faut ouvrir au plus grand nombre ou non, il faut le réserver à une minorité. Et ce que semble, en tout cas c'est une interprétation possible, ce que semble peut-être dire ici Moshe quand il dit que tout le peuple puisse être prophète, c'est pas simplement que tout le monde puisse un jour recevoir, on dirait comme par magie, le don de prophétie, mais peut-être davantage, et d'autant plus si on se souvient que le don de prophétie a été accordé à Eldad et Médad, notamment en vertu de leur humilité, c'est peut-être puisse tout le peuple se hisser, disons, au niveau nécessaire pour être prophète, puisse tout le peuple faire ce travail sur soi, sur ses vertus, disons, pour être digne de recevoir la prophétie. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on peut l'entendre, plutôt comme une invitation à ce que tout le monde se sente concerné par cette question-là, et donc s'élève au quotidien en conséquence. Et par exemple, si on se réfère à l'ouvrage, au traité des 8 chapitres du rabbin Moïse Maïmonide, du Rambam, traité des 8 chapitres, qui est une introduction aux commentaires du Rambam sur le traité des Pirkei Avot. Traité des 8 chapitres, donc, est un traité qui aborde notamment la question, qui aborde principalement les questions du travail des midot, du derech hayashar, de la voie du milieu, du soin du corps, du soin de l'âme, refouat hagouf, refouat hanefesh. Et ce que nous dit d'emblée le Rambam, en introduction et en conclusion du traité des 8 chapitres, c'est que tout cela, tout ce travail vers des vertus morales, intellectuelles, vise à nous amener, disons, au stade le plus élevé, on pourrait dire, de la condition humaine, qui est celui d'être, disons, de pouvoir recevoir la prophétie. Donc, en tout cas, troisième élément de réponse, c'est que finalement la réponse de Moïse pourrait s'entendre comme ça, comme un appel à finalement un travail, on pourrait dire collectif, mais qui en tout cas concerne tout un chacun du peuple. En conclusion, peut-être un ou deux éléments qui sont particulièrement frappants sur cet épisode. C'est d'une part, donc, on l'a dit, la question de l'humilité. Humilité dont on nous dit que c'est la seule mida qu'on peut, disons, qui n'a pas de limite. Donc en fait, on n'est jamais trop humble. Et c'est cette mida qu'on nous invite donc à développer sans limite, qui a permis à Eldad et Médad d'obtenir, disons, la prophétie, d'obtenir une prophétie sans fin. Donc ce parallèle est intéressant. Et puis, autre point, cette réflexion donc, sur la question du pouvoir, et donc cette vision extrêmement subtile finalement du pouvoir qui se dégage tout au long de la paracha, puisque c'est également dans la paracha que Jéthro est invité à rester dans le peuple d'Israël, notamment en vertu, disons, de ses qualités et des conseils qu'il peut prodiguer à Moïse. Donc toute une paracha au cours de laquelle Moïse va finalement, en apparence, remettre en cause son propre pouvoir, en tout cas demander à avoir un appui. Et puis on le voit au moment même où est instituée cette instance donc des 70 anciens, tout de suite ces deux personnages en apparence outsiders, en apparence en dehors du cadre établi, qui pourtant reçoivent la prophétie. Donc finalement une invitation à la subtilité et à une nouvelle interprétation du pouvoir. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Shabbat Shalom.